très important que vous soyez pleinement responsable. Ça, alors, du coup, les gens de HEM ou des gens qui font les systèmes organisationnels dans les entreprises, vous savez, il y a plusieurs systèmes d'organisation dans les entreprises. La centralisation, la décentralisation, le staff and line, la DPO. S'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, et qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, dans tous les systèmes, c'est ce qu'on appelle la dilution des responsabilités. C'est-à-dire que celui qui fait une opération, prend en charge une action, doit en être pleinement responsable. Vous ne pouvez pas me dire à un moment, oui, c'est moi le chef du service, ou il y a le chef de l'autre service qui a lui aussi décidé, ou il a les autres, il a l'autre département. Non. Vous êtes responsable, c'est vous qui faites le travail, c'est vous qui êtes responsable. À chaque poste de décision, doit y avoir un lieu de responsabilité, une personne qui en est responsable. Donc, quand vous exécutez, quand vous mettez en œuvre, vous devez être pleinement responsable. Deuxième élément. Troisième élément, lorsque vous terminez, lorsque vous réalisez, vous devez rendre compte, tout simplement. C'est-à-dire que vous devez être redevable de vos actes. C'est pour ça d'ailleurs, il faut être responsable pleinement pour qu'on puisse vous demander des comptes. C'est des choses, croyez-moi, c'est des choses du bon sens. N'importe qui peut comprendre ça. Et je répète encore une fois, je parle du point de vue de l'efficacité. Pour qu'un projet, une politique, ait des chances de réussir, donc ne soit pas perdu, ne soit pas raté, et je n'échoue pas, pour qu'elle ait le maximum de chances de réussir, il faut que la décision, le choix, soit légitimé par la volonté de ceux qui vont l'appliquer. Il faut exécuter dans la responsabilité, et il faut rendre compte. Parce que lorsqu'on sait qu'on va rendre compte, on sait qu'on doit réussir. Si je sais que je n'ai rien à rendre compte, je peux échouer, personne ne va rien me demander, et donc je peux recommencer. Et bien vous voyez, il y a une règle simple. Quand vous réfléchissez d'abord à l'histoire économique de notre pays. Depuis 50 ans, ce mécanisme simple, ces règles élémentaires de bonne gouvernance, comme on dit, revenons au choix. Est-ce que quelqu'un a demandé au peuple marocain dans les années 60 ou 70 ou même après, est-ce que quelqu'un leur a demandé, vous voulez une économie de marché, vous voulez un secteur pour qu'on mette tout sur le secteur privé, vous voulez qu'on s'intègre à la division internationale du travail, oui ou non? En Suisse, pour beaucoup moins que ça, on fait un référendum toutes les semaines. On ne demande pas tant. Nos gouvernants, vous êtes d'accord avec cette politique? Ou encore une fois, je ne suis pas seulement dans l'histoire. Comme les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange qui ont été donc signés sur les 15 dernières années. Croyez-moi, je vous assure, je ne dis pas ça parce que je vais critiquer Agda, mais j'espère que les chiffres eux-mêmes vous l'ont dit. C'est une catastrophe. Les accords de libre-échange tournent comme une machine infernale à produire des déficits. Et donc à préparer les endettements avec tout cela que ça concerne. Est-ce que quelqu'un, d'abord qu'elle a travaillé les 15 dernières années, est-ce que quelqu'un a jamais demandé aux Marocains, même à travers leur Parlement, relayer le Parlement? Vous savez que sur les accords de libre-échange, le Parlement est le dernier à savoir ce qui se passe. Personne n'a jamais demandé au Parlement. C'est même dans les pays, quand nous négocions d'ailleurs avec des pays, nous négocions avec les États-Unis, là nous négocions avec l'Union européenne. Du point de vue de gouvernance, du point de vue des règles élémentaires de démocratie. Le gouvernement américain vient négocier avec le Maroc, avec ce qu'on appelle un mandat de négociation. Chez nous, le mandat de négociation, c'est le Parlement qui le fait. Le Parlement, autrement dit, le pouvoir législatif, trace le cadre de négociation pour le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le Parlement dit au gouvernement, vous allez négocier avec le Maroc, très bien. Mais attention, on met les limites. Concrètement, ça veut dire, voilà les concessions que vous pouvez donner, voilà les concessions que vous ne pouvez pas donner. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Et voilà. Avez-vous jamais entendu
parler de mandat de négociation au Maroc. De temps en temps, on apprend dans la presse que tel il y a 4e round de négociation, 5e round de négociation. Qu'est-ce qu'on négocie? Alors qu'il s'agit, comme je rappelle, je ne suis pas en train de parler de choses qui sont dans les bas. C'est notre vie, c'est nos moyens, c'est nos emplois, c'est nos revenus qui sont en négociation. Personne ne nous avait jamais demandé. Et puis un jour, hop, on allume la télé, on voit une table avec des gens qui signent. Et puis voilà, notre avenir. Je ne parle pas des... Plus que ça, les accords de l'UE, ça peut paraître extérieur. J'ai parlé tout à l'heure des plans sectoriels. Les plans sectoriels, c'est votre travail, c'est vos revenus. C'est concret. C'est les secteurs dans lesquels vous travaillez. Est-ce que vous avez jamais entendu parler d'un plan sectoriel qui a été discuté au Parlement ou il a fait l'objet de n'importe quelle discussion? Un jour, là aussi, vous allumez la télé, vous trouvez une table, des gens qui sont en train de signer, terminé, il y a un plan. Il a été discuté comment? Avec qui? Alors, je peux vous assurer que là, il y a eu même une régression par rapport aux plans nationaux qui existaient avant, sans vouloir vraiment glorifier ce qu'il y avait avant. Je ne suis pas loin de moi l'idée. Quand même, il y avait même les formes. D'abord, les plans quadriennaux, quinquennaux, tout ça a été préparé généralement par des cadres dans les ministères, etc. Une fois qu'ils étaient faits, il y avait ce qu'on appelle le Conseil supérieur du plan. C'est une instance où il y a le patronat, les syndicats, l'administration, on discute, on débat. Et ensuite, les plans passés au Parlement. Donc il y a un débat public. Tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus rien de tout ça. Je vous dis, un ministre en collaboration avec des conseillers du roi passe une commande. D'abord, je sais des commandes. On passe une commande à un bureau d'études étrangers. Après quelques mois, on vous envoie le livrable. C'est un livrable, le plan qui est notre vie de tous. J'ai une commande qui donne lieu à un livrable. Et ensuite, vous apprenez qu'il y a un plan. Comment vous étonnez que ces plans soient tous en échec? Comment voulez-vous motiver les gens si vous ne leur... Je peux vous assurer que le plan Maroc Vert, par exemple, que je connais, je pense quand même mieux que d'autres, je peux vous assurer que les propres cadres du ministère n'étaient pas au courant. On leur a demandé de remplir des tableaux, sans savoir ce qu'ils remplissaient et pourquoi. Comment voulez-vous intéresser, impliquer, motiver les gens? Voilà pour la légitimité. Donc, on a fait des choix, mais c'est des choix qui n'ont aucune légitimité. Je parle de la légitimité de la participation, je ne parle pas de la légitimité historique, je parle de la légitimité démocratique toute simple. 2. La responsabilisation. D'abord, prenez aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, vous avez un gouvernement dans n'importe quel système politique normal, mais le gouvernement est responsable de ce qu'il fait bien. Est-ce que le gouvernement est responsable de sa politique? Vous savez que dans la Constitution, la Constitution 2011, prenez par exemple, c'est quelque chose d'intéressant, l'article 49. L'article 49 de la Constitution de 2011. Qu'est-ce qu'il dit sur le plan, moi ce qui m'intéresse, sur le plan économique? Il dit que toutes les décisions d'ordre, alors, dites stratégiques, relèvent du Conseil des ministres. Ici, du Conseil du gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stratégique? On peut discuter. Qu'est-ce qui est stratégique? Ça veut dire d'abord, justement, ce dont on est en train de parler, toutes les décisions qui ont les plans sectoriels, l'INDH, le plan, évidemment les accords de libre-échange, les grands investissements, le TGV, les pratiques. Quand je dis Conseil des ministres, ça veut dire qu'en fait, c'est une décision de droit qui est ensuite validée dans une instance. Soyons clairs. Alors, j'ajoute à cela aussi la question de la nomination des patrons, quand même de la quarantaine de plus grandes institutions qui font l'investissement, les créations d'emplois, etc., pour rester dans l'économie. Quand vous êtes nommé par le roi et pas par le chef du gouvernement, pourquoi voulez-vous rendre compte, être obligé d'une quelconque manière d'appliquer la politique du gouvernement? Vous appliquez la politique de celui que vous
celle qui vous a nommé. Donc, le gros problème de dilution des responsabilités dont j'ai parlé tout à l'heure, il est dans toute sa splendeur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'essentiel de ce qui se fait dans la décision économique, dans les choix stratégiques de l'économie, ne relève pas du gouvernement. Le problème, j'arrive au troisième point, c'est quand arrive le moment de rendre compte, le moment de la redevabilité, qui va donc juger? D'abord, les élections vont arriver. Honnêtement, je vous dis sincèrement, les histoires de politique politicienne, honnêtement, est-ce qu'on peut demander à ce gouvernement, est-ce qu'il est équitable de demander à ce gouvernement d'être redevable de toute la politique économique et sociale qui se fait dans le pays? Ce serait inéquitable, ce serait injuste. Je n'ai aucune accointance avec ce gouvernement, mais l'honnêteté intellectuelle, c'est pour ça qu'il doit imposer un minimum de discernement. Il y a, je veux dire, l'essentiel des choix de politique économique ne relève pas du gouvernement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le problème est que quand vont arriver les élections, ah ouais, le hiatus, on va demander des comptes à quelqu'un qui n'est pas pleinement responsable. Alors que ceux qui sont réellement responsables ne rendent compte à personne et n'ont pas à rendre compte à qui que ce soit. Et donc, alors, je termine avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire là le problème du déficit démocratique, tout ça, bien sûr. Ce qui m'intéresse, je reviens à ma question majeure. Moi, mon problème, c'est comprendre pourquoi des politiques économiques ont échoué. Pourquoi des stratégies ont si lamentablement échoué. Réponse à partir de ce que je vous explique. Nous avons un mécanisme de gouvernance, donc dans le système politiquement. J'étais en train de vous parler de l'article 49, je suis en train de vous parler de la Constitution. Le système politiquement ne dispose pas des mécanismes institutionnels pour faire en sorte que les choix associent la population, que la mise en œuvre de ces choix se fasse en pleine responsabilité et sans dilution des responsabilités. Et enfin, je dirais surtout, dans le lieu à une redevabilité. Parce que lorsque le gouvernement, ou celui qui n'est pas le gouvernement, sait qu'il va rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire rendre compte? Ça veut dire que si je réussis, on va me renouveler la confiance. Mais si j'échoue, on va aller chercher démocratiquement quelqu'un d'autre pour avoir une chance de réussir. Or, comme il n'y a pas de redevabilité, le problème est que finalement, vous voyez bien que le mécanisme fonctionne de manière telle que les mêmes causes peuvent éternellement produire les mêmes effets. Je peux vous assurer, croyez-moi, souvent quand à l'étranger, par exemple, on discute avec des gens qui connaissent bien les politiques économiques du Maroc, etc. Et c'est vrai qu'ils vous posent cette question très dérangeante. Comment se fait-il que vous passez votre temps finalement à vous tromper? Parce que normalement, se tromper n'est pas un problème en soi. Tout le monde se trompe. Moi je dis tout le monde se trompe. Et c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est quand on se trompe. Et ensuite, on n'a aucun mécanisme institutionnel. Je ne parle pas des personnes, je suis tout clair. Je ne suis pas en train de... Ça ne m'intéresse pas de discuter des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est les institutions. C'est les mécanismes institutionnels qui font que je peux me tromper, mais comme je sais que je ne suis responsable de mon personne, je n'ai de compte à rendre à personne, et bien je peux recommencer les mêmes erreurs avec les mêmes résultats, et on peut recommencer comme ça. What le vrai problème institutionnel du pays, qui fait que, comme je vous l'ai dit, le système politique est devenu objectivement, je l'assure, moi je ne suis pas encore une fois là en train de vouloir dénigrer, pour critiquer. J'espère que j'ai réussi à vous montrer pour des raisons objectives comment le système politique, par ses mécanismes défaillants, par ces mécanismes qui ne sont pas des mécanismes démocratiques, tout simplement, est devenu l'obstacle au
propose que nous. Voilà, j'espère que je n'ai pas abusé de votre patience.